Décidément, l'ange de la mort est en furie. Nous en étions encore cette semaine à préparer les obsèques du cardinal Christian Toumi, que nous apprenions que Germaine Aïdjo s'en était allée, suivi du vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-présidente, l'honorable Mondio Alifaka, qui elle-même a été brutalement arrachée à la vie alors qu'il y a quelques jours, elle célébrait son anniversaire à Belfast. Mais la faucheuse ne s'est pas arrêtée là. Elle a franchi la frontière et a frappé le peuple frère, le peuple tchadien, lui arrachant sans ménagement son président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, mort au combat. Bienvenue, chers amis, à notre rendez-vous hebdomadaire. Le numéro 3 de notre chronique, c'est parti. Générique. Le 20 avril 2021, chers amis, j'ai eu l'insigne honneur de participer en première ligne aux obsèques du cardinal Christian Toumi. Il a eu droit à un hommage digne de la grandeur de son âme, digne de l'impressionnant volume de son œuvre. C'est le lieu de remercier, d'exprimer à mon nom propre, au nom du clergé et de tous ceux qui s'y sont employés partout dans le monde, notamment les cardinaux venus de Ouagadougou, de RDC. C'est le lieu, disais-je, d'exprimer ma gratitude à mon nom et au nom de tous ceux qui sont militants ou sympathisants du PCRN, notre gratitude pour des obsèques de ce niveau-là, qu'il repose en paix, confiant en cet avenir auquel il croyait pour le Cameroun, qu'il repose en paix, fier d'avoir mené le bon combat et surtout rassuré de ce que certains de ses engendrements spirituels, et j'ai la modestie d'en faire partie ou de m'en réclamer, poursuivront assurément son œuvre. C'était un grand homme. Et parti à cet âge-là, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Et puisqu'il s'agit d'âge, les jours écoulés ont donné lieu à un débat houleux, à une polémique, à une controverse au Cameroun. Débat né, non pas d'une sortie maladroite d'une des personnalités camerounaise de haut rang, mais davantage de la réplique qui a été la mienne à cette sortie. Il a donc été question de reprouver le supposé manque de respect que j'aurais eu à l'endroit de cette personnalité. Une diatribe que je regrette par ailleurs, parce que je crois qu'au PCRN, nous avons des chantiers de loin plus porteurs. Nous avons des défis plus importants à relever et qui doivent mettre à contribution les parents, les enfants, les aînés et les cadets. Il n'y a pas de place dans les rangs du PCRN, il n'y a pas de place dans mon âme, il n'y a pas de place dans mon esprit pour la division, pour les luttes de génération, pour des combats entre cadets et aînés. Cela ne me ressemble pas et ne ressemble pas au PCRN. Toutefois, il faut dire que le travail qu'il faut abattre pour relever le Cameroun impose aux uns aux autres de saluer l'effort, d'encourager, de soutenir l'effort ou les efforts qui sont fournis par ceux qui ont la grâce de mener des combats dans ce sens. Le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui grâce à sa jeunesse. J'ai fait par le passé des publications sur les âges de ceux-là qu'on considère comme d'illustres nationalistes, ceux qui ont mené le combat pour l'indépendance, ceux qui ont mené le Cameroun dans ses fonds baptismaux. Le plus âgé d'entre eux
était Ruben Oumniobé. Tous promis à des avenirs radieux qu'ils ont délibérément et par patriotisme sacrifié au nom de la vision qu'ils partageaient. Et c'est grâce à eux, grâce à cette jeunesse, grâce à la vigueur de cette jeunesse, grâce à l'opiniâtreté de cette jeunesse, grâce même, on peut le dire, à l'insouciance de cette jeunesse, que le Cameroun a le fier visage qu'il affiche. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ceux-là qui ont eu la charge de diriger le Cameroun dès l'indépendance, ils étaient de la même tranche d'âge. Le président Ahidjo, lorsqu'il accède au pouvoir en 1960, il a 36 ans. Son troisième directeur de cabinet en 1967, qui, un an plus tard, cumulera d'ailleurs avec la fonction de secrétaire général à la présidence de la République, né en 1933, s'appelle Paul Biya. Il a 34 ans et 35 ans. En 1964, 4 ans après l'indépendance, le premier chef d'état-major de l'armée, Pierre Semengue, il avait 32 ans. Monsieur Zo Ekangaki, qui a 36 ans, en 1971, accède à la prestigieuse fonction de secrétaire général de l'OUA. C'était un Camerounais. Il était jeune. Pourquoi cette dynamique a-t-elle été brisée? Mais pour des raisons évidentes. Parce que certains ont eu la grâce de la longévité. Et ça, c'est même peut-être pas le plus grave. Mais ne se sont pas préoccupés à préparer leur relève. Mais on ne peut pas construire un pays en se privant de ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa jeunesse. Parce que c'est le cas du Cameroun. Une jeunesse si entreprenante, si vigoureuse, si travailleuse, si intelligente, qui fait ses preuves partout dans le monde, contrainte pour beaucoup d'entre elles de s'exiler, regrettant au quotidien, rangeant son frein, espérant pouvoir s'investir pour sa terre patrie. Non. Cette jeunesse doit être soutenue, elle doit être encadrée. Il n'est nullement dit que lorsqu'on est jeune, parce qu'on a fait de bonnes études, on a la science infuse. Évidemment, non. Tout comme, à contrario, on ne peut pas dire que dès qu'on est vieux, on a un brevet d'expert. Pas du tout. Donc, le débat qu'il y a eu, cette passe d'armes, par personne interposée par ailleurs, et même directement, ne pose pas le problème du respect d'une génération vis-à-vis d'une autre. Parce que je partage totalement cette assertion qui veut que dans la cosmogonie africaine, dans la culture qui est la nôtre, que les aînés, que les cadets respectent les aînés, et même concèdent à leurs aînés des maladresses, quand même elles seraient inacceptables, injustifiées ou blessantes. En ce qui me concerne, je n'ai fait que ça, j'ai envie de dire, depuis que j'ai pointé mon nez en politique. En revanche, ce que je n'admettrai jamais, c'est la sorcellerie. Je suis donc, moi aussi, Camerounais. Je sais ce que c'est. Lorsque quelqu'un qui a le double de votre âge, ou un peu moins, et qui jouit d'une incontestable étoffe politique, et qui se prévaut d'une épaisseur sociale indiscutable, lorsque cette personne, dont la parole, à certains égards, fait foi, tient en votre endroit des propos destructifs, des propos qui visent à vous assassiner politiquement, eh bien je le dis pour moi, et je le dis pour vous, ceux d'entre vous, chers jeunes qui écoutez, ne laissez jamais cela passer. Au grand jamais. Parce que cela, c'est de l'assassinat politique. Parce que pour revenir au cas qui nous a préoccupés, la personne dont il s'agit, dans la même émission, avait été interrogée quelques secondes avant sur un autre acteur politique de premier rang, à propos de qui on lui demandait son avis. Et instinctivement, elle a répondu que si elle avait quelque chose à dire à ce congénère, parce que cette personne est de sa génération, elle le ferait en privé. Donc, elle s'est abstenue de tenir à son endroit
quand même elle aurait eu des pensées malveillantes, de les exprimer publiquement. Mais lorsque quelques secondes après, on lui demande ce qu'elle pense de ma modeste personne, eh bien, elle se fond donc en déclaration inacceptable, visant quoi? À détruire le cadet que je suis pour faire place, je ne sais à qui. Mais, n'étant pas totalement idiot, on peut penser que si elle a été réservée vis-à-vis de l'un et qu'elle ne l'a pas été vis-à-vis de l'autre, elle veut forcément détruire l'un au profit de l'autre. C'est de la mesquinerie pure. Prosaïquement, c'est ça qu'on appelle de la sorcellerie. Et c'est inacceptable. Je dis bien inacceptable. Du reste, le Cameroun se fera avec sa jeunesse. Et c'est pour cela que je lance un appel à l'endroit de ce que j'appelle les bons vieux. Ceux-là qui ont compris que les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous les grands pays du monde, la Chine, le sont parce que les aînés ont su tirer profit, ont su préparer leurs cadets à leur succéder et à faire mieux. D'ailleurs, vous savez, il y a des situations parfois compliquées. Je fais une petite bifurcation sur la Chine. Communément, il est reconnu que la Chine d'aujourd'hui est le fruit du travail de bâtisseur de Mao Tse-tung. Cela est sans doute vrai, du point de vue de la vision. Mais la vérité, pour ceux qui ont étudié l'histoire de la Chine, ils savent que le visage de la Chine d'aujourd'hui, le monde le doit à Deng Xiaoping, le fils spirituel de Mao Tse-tung. Et ceux qui ont étudié l'histoire de la Chine savent que le désaccord qu'il y a eu entre le père et le fils a été tel que le fils, à un moment, a été complètement désavoué. Et que c'est même finalement à la mort de son père qu'il a pu poursuivre l'œuvre qu'il avait entamée aux côtés de son père. Mais jamais, quand on évoque le passé de la Chine, quand vous allez à Pékin, vous voyez partout les monuments, les photos, des portraits de Mao Tse-tung qui ont été soigneusement placés et entretenus par Deng Xiaoping, qui n'a jamais voulu ravir à son père l'honneur de la vision qu'il a incarnée pour la Chine. Parce que c'est Mao Tse-tung qui rêvait d'une Chine grande, compétitive, au même pied d'égalité que les autres puissances européennes. Donc, c'est ce même esprit qu'il faut au Cameroun. Lorsque les aînés, plutôt que de nous permettre de continuer ce qu'ils ont admirablement entamé, sont en désaccord destructif avec nous, je me mets dans le camp des cadets, nous avons le devoir de l'opiniâtreté, nous avons le devoir de la fermeté, nous avons le devoir de la rigueur, nous avons le devoir de la vérité, sans franchir la ligne du ridicule, de l'irrespect, de l'humiliation. Telle est ma posture, et c'est à cette posture que j'engage mes militants et sympathisants. Parfois, pour construire un pays, il faut avoir la force de caractère qui permet de se dépouiller de la complaisance futile. On se met donc au travail et personne ne nous empêchera d'arriver à bon port avec la jeunesse camerounaise, comme je l'ai dit tantôt. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ai cité le président Ahidjo, qui a accédé au pouvoir en 1960 à 36 ans, et qui, quelques années plus tard, a pris sur lui de démissionner et de permettre à quelqu'un avec qui il avait travaillé de poursuivre son œuvre. C'est pour cela que le 20 septembre 2018, dans la mouvance de la campagne présidentielle, revenant d'une tournée outre-Atlantique, j'avais fait le détour de Dakar, au cimetière de Yoff. Et à l'époque, j'avais prononcé un discours appelant à la réconciliation. Et je vais réitérer cet appel ici. Parce que la mort de Germaine Ahidjo ramène cela au goût du jour. Jusqu'ici, il était question de ramener les restes de son époux. Peut-être que maintenant, il va falloir ramener les restes des deux époux. J'avais lancé l'appel à la réconciliation. J'avais lancé l'appel à la libération de la mémoire du président Ahidjo. On peut ne pas avoir été d'accord sur tout.
Mais il demeure qu'il a été le premier président de la République du Cameroun. Et comme tel, il a accompli une œuvre. Et cette œuvre, on doit l'exalter, on doit la préserver, on doit la conserver. Moi qui suis allé m'incliner devant la tombe de Kwame Nkrumah à Accra, moi qui suis allé m'incliner devant la tombe de Martin Luther King à Atlanta, je sais ce que c'est que la puissance de ressourcement dans les lieux de mémoire entretenus pour les générations futures. Si nous ne faisons pas pour ceux qui nous ont précédés, vous voyez le lien que je fais avec le débat générationnel, si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour ceux qui nous ont précédés, nous ne serons pas fiers de ce qui sera fait de nous, de notre âme, de notre mémoire, quand nous ne serons plus là. Parce qu'il arrivera le jour où nous ne serons plus là. Qui serait heureux de voir son œuvre bafouée après lui? Qui serait heureux de voir sa mémoire piétinée après lui? Nous sommes tous des humains, charnels. Du retour de Yoff, mon père qui a souffert de l'autoritarisme dans sa chair, n'était pas forcément content du choix qui avait été le mien. Mais j'ai pris le temps de le convaincre de ce que, tôt ou tard, moi j'œuvrerai à ce que les plaies soient pansées. Parce que oui, les grandes nations de ce monde ont su faire cette escale. L'escale de la réconciliation, l'escale de la vérité. Le président Ahidjo n'est pas le seul dont la mémoire est captive à l'étranger. Il y a aussi des nationalistes, ceux qui ont œuvré pour l'indépendance qu'il a incarnée plus tard, dont les restes sont à l'étranger. Beaucoup ont été assassinés, beaucoup ont été tués, du sang a été versé. Il faut qu'un jour, que nous nous disions la vérité, que nous nous demandions pardon les uns envers les autres et que nous refermions ces pages de l'histoire qui ne nous honorent pas et que nous nous gardions les lignes de cette histoire, du moins ces lignes qui nous édifient, ces lignes qui nous ressourcent, ces lignes qui nous rassemblent, ces lignes qui nous agrègent, ces lignes qui véhiculent la vision partagée d'un Cameroun grand. Et ces lignes, je les ai retrouvées dans les 5 anthologies des discours du président Ahidjo que j'ai pris la peine de lire, parce que je voulais voir s'il y avait une césure entre lui et celui qui lui a succédé. Ben, elle est mince, cette ligne. Nous sommes dans un ouvrage qui a connu des contorsions, oui, enfin, qu'on peut loger dans la malgouvernance et un certain nombre de choses que nous reprouvons, mais il y a une ligne directrice. C'est comme ça qu'un pays se construit. On part de quelque part, on s'enrichit de ce qui s'est fait avant nous et on continue cette œuvre. Même si on doit l'aménager ou la réaménager, mais il y a un point de départ. C'est pour cela que je plaide, que j'appelle à ce que ce dossier soit définitivement fermé un jour. Le dossier de notre passé douloureux. Oui, nous avons un dossier de notre passé douloureux qu'on a enfoui dans des tiroirs, mais ça nous tient. Les rancœurs sont toujours perceptibles. Les plaies sont purulentes, même si elles ne sont pas béantes. Il faut que nous les pensions. Et il est plus que jamais temps. Parce que si on ne le fait pas, nous restons exposés à une escalade dont les conséquences sont imprévisibles. Et c'est ce qu'est en train de vivre peut-être le Tchad. Un pays voisin et frère que j'ai visité à maintes occasions et qui portait tout au moins avant la dernière escalade encore les balafres d'un passé non consensuel. Parce que la dévolution du pouvoir dans ce pays-là a toujours été l'objet d'infinies controverses et affrontements. Le président Déby, paix à son âme, qui s'en va, a accédé au pouvoir dans des conditions qu'on connaît. Son fils, qui porte la transition en cours, accède dans les conditions qu'on connaît. Peut-on vraiment penser que ce pays frère se bâtira durablement dans un tel contexte, où au lieu de refermer les plaies du passé, on en ajoute, compliquant l'avenir, compliquant la charge des jeunes, compliquant la charge de ceux qui devront poursuivre cela. Je pense à mon ami et frère Succès Mazra, qui, dans le contexte que nous connaissons, a traversé ou traverse encore des moments difficiles. La question, elle est là. La question de la dévolution du pouvoir. C'est pour ça que j'évoque le Tchad.
Nous avons adopté en Afrique en 2007 un texte bien connu, la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, la CADEC, dont le deuxième principe sur les 11 qui structure le texte constitutif est l'interdiction de l'accès au pouvoir par des mécanismes non constitutionnels. Nous vivons au Tchad d'une situation d'embarras. C'est perceptible. L'attitude de l'Union africaine est timorée, alors qu'au sein de l'Union africaine, il y a le Conseil de paix et de sécurité qui devrait prendre à bras le corps cette situation. Qu'on le veuille ou non, tant qu'on n'aura pas réglé la question de la dévolution du pouvoir, nous nous exposerons toujours à des dérives comme celles que nous observons au Tchad. Comme le disent toutes les constitutions, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce au travers de ses représentants élus. Mais lorsque le peuple a élu des gens qui, à un moment, se détournent du peuple, n'obéissent plus à la volonté du peuple, ne répondent plus aux attentes du peuple, ce peuple n'est pas moins souverain qu'avant. Il en est frustré. Il se recroqueville. Ça donne même une situation comme celle du Cameroun, où l'État étant devenu la propriété de quelques-uns, cela a fait le lien à la corruption, au mapartisme, à l'égoïsme. Chacun se bat comme il peut pour gérer son quotidien. Mais la vérité est que tôt ou tard, ce peuple finit par réexprimer sa souveraineté, soit en contournant les lois et règlements que ce sera taillé l'usurpateur, qui par le passé avait bénéficié de la confiance du peuple, soit alors en cautionnant le premier groupe armé qui passe par là. Et c'est ça qui justifie l'embarras que l'on peut observer dans certains pays lorsqu'adviennent des coups d'État, lorsqu'adviennent des soulèvements populaires, lorsqu'adviennent des attaques armées. Et ça parle au Cameroun. Nous avons la grâce jusqu'ici. Nous avons frisé. Nous avons frôlé en 2018. Mais que nous réserve l'avenir si le problème n'est pas réglé dans le fond? Lorsque récemment, nous avons mis avec le PCRN et d'autres partis politiques une plateforme pour proposer une révision du code électoral, que n'a-t-on vu et entendu? Le plus étonnant, c'est que certains estimaient que c'était inopportun et qu'il fallait attendre la veille des élections pour régler ce problème. Mais justement, il n'y a pas longtemps qu'au Tchad, on a révisé la Constitution. Le résultat aujourd'hui, c'est une crise même de gestion de la vacance. Parce que la nouvelle Constitution au Tchad prévoit que ce soit un vice-président ou à défaut le président du Sénat ou son vice qui, en cas de vacances, constatée par la Cour suprême, qui elle-même doit être saisie par le Parlement réuni en congrès. Mais évidemment, s'il n'y a pas de Sénat, il n'y aura pas de congrès. S'il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de saisine de la Cour suprême. S'il n'y a pas de saisine de la Cour suprême, il n'y a pas de constatation de la vacance. S'il n'y a pas de constatation de la vacance, même le président de l'Assemblée nationale qui est là ne peut pas prendre le pouvoir. Résultat des courses, on se retrouve dans une sorte d'incertitude juridique qui ouvre la voie à la dérive militaire. Prions Dieu, et surtout, prions Dieu que ça se termine bien, et surtout que le Cameroun, qui est le leader de la CEMAC, puisse jouer son rôle, puisse exercer son leadership pour accompagner le peuple frère et ami du Tchad sur le chemin de la démocratie, pour que, enfin, dans ce pays, comme dans le nôtre, où je l'espère un jour, en espérant d'ailleurs qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, que la volonté du peuple soit exprimée librement, soit respectée, soit honorée, pour une paix durable. Une fois que je l'ai dit, je vais adresser mes condoléances à la famille d'une collègue qui s'en est allée brutalement, je l'ai dit à l'entame de notre échange, honorable Emilia Monjoa Lifaka, qui était vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis, elle est députée depuis 2002. Et il n'y a pas longtemps qu'elle et moi nous échangeons sur la crise anglophone, un sujet qui la tenait particulièrement à cœur, meurtri comme beaucoup d'autres Camerounais par cette situation intenable et incroyable qui a laissé sur le carreau beaucoup de nos compatriotes depuis 2016. Et on en avait longuement discuté, on était d'ailleurs arrivé, enfin, je suis parvenu à lui arracher la promesse qu'elle œuvre
en sa qualité de vice-président pour qu'à la session de juin, cette question soit inscrite à l'ordre du jour. Ce qu'elle m'avait promis, et, alliant la parole à l'acte, ou l'acte à la parole. Elle a annoncé cela d'ailleurs aux journalistes à la clôture de la session. Malheureusement, elle ne sera plus là quand ça se fera, mais que Dieu nous donne la force, d'abord à sa famille, de traverser ces moments douloureux, et à nous, à l'Assemblée nationale, de pouvoir implémenter cela. C'est une question qui la préoccupait particulièrement, et j'espère que cette crise anglophone, le gouvernement viendra à l'Assemblée nationale, nous dira ce qu'il fait, et nous aurons aussi l'occasion de lui dire ce que nous pensons qu'il doit faire pour qu'on en sorte définitivement. Il ne me reste plus qu'à dire mon accompagnement aux compatriotes musulmans qui sont dans la période sainte, la période du Ramadan, qui est un moment d'introspection, un moment de méditation pour eux. Et mon message à eux est qu'ils prient Allah pour le Cameroun, pour nous, pour nos frères du Tchad, pour que la paix, qui est la condition à toute chose, qui est la condition préalable à toute chose, soit notre partage à nous tous. Ciao.